Bonjour David, David Lavaux, je te présente parce que tu es un invité que les gens de cette chaîne ne connaissent peut-être pas encore, ou bien peut-être qu'ils ont vu ton nom dans les commentaires, puisque nous avons fait connaissance en janvier dernier lorsque tu as laissé des commentaires suite aux entretiens avec Emmanuel Herrera. Et à cette occasion, j'ai pu voir que tu avais euh, était vraiment en profondeur dans la non-dualité, mais que tu avais aussi étudié largement d'autres auteurs. Tu m'as envoyé également ton livre qui s'appelle Un vent de liberté, dans lequel tu fais référence à tous ces auteurs que tu as étudiés, comme, euh, comme Nietzsche, comme Jung, comme Pascal et évidemment Aurobindo, Satprem, que tu as lu également. Et voilà, on sent que tu es imprégné de tous ces enseignements et c'est ce que j'avais envie que tu nous partages aujourd'hui au travers du partage de ton expérience à toi, de ta vie, du témoignage de tout ce que ça a pu t'apporter et transformer en toi, en tout cas dans la personne que tu étais et qui tu es aujourd'hui. Donc j'ai envie que tu nous témoignes de ça, si tu veux bien. Et en tout premier lieu, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a attiré vers ça en fait? De quoi tu es parti, peut-être tu peux nous dire, de quelle vie tu avais et qu'est-ce qui t'a amené vers ces auteurs? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller approfondir tout ça? Ok. Bonjour Coralie, et je te remercie également pour ton invitation. Donc je viens aujourd'hui témoigner sans prétention, sans ambition. Euh, et donc je vais essayer de répondre simplement à ta première question. En fait, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Mon histoire, c'est l'histoire d'une éternelle insatisfaction, d'un permanent manque d'amour, Mm. puisque je suis né dans une famille très dysfonctionnelle, avec c'était sans doute un choix de l'âme, avec beaucoup de violence conjugale, d'insécurité affective et autres. Et donc ensuite, dans mon histoire, recherché à l'extérieur, toujours à l'extérieur, cet amour qu'on recherche tous finalement à l'extérieur, et un besoin de reconnaissance aussi, de reconnaissance. Et donc, c'est arrivé à l'âge de, je dirais, entre 25 et 30 ans, j'ai commencé à lire Pascal. Mm. Euh, c'est arrivé à un moment où je me rendais compte que de toute façon, j'arriverai jamais, que ce soit à travers des succès ou même à travers des échecs, euh, j'arriverai jamais à satisfaire mon ego, à satisfaire ce besoin de vérité aussi qui est imprégné en moi depuis très longtemps, de par ces dysfonctionnements en fait personnels. Et donc, je suis arrivé très naturellement. Alors, j'ai eu l'impression d'être guidé quand même de l'intérieur dans les choix des livres que j'ai pu aborder. Et Pascal, c'est le premier. Je suis rentré dans une librairie, j'ai acheté Pascal, Les Pensées. J'ai ouvert le livre au hasard et je suis tombé sur une phrase qui m'a marqué. Et là, ça a enclenché un processus. Et alors attends, C'est est-ce que comme. tu peux dire Ouais, vas-y. à 25-30 ans, tu fais quoi? Tu travailles déjà, tu es étudiant? Là, j'étais en train de travailler. Donc, je suis né à la campagne, dans un petit village de 300 habitants. Et là, j'étais parti sur Paris, Ouais. décidé à gagner de l'argent, à réussir, etc. Et j'ai eu, entre guillemets, l'opportunité de rentrer dans ce qu'on appelle une start-up Mhm. à l'époque. Bon, ah oui, j'ai oublié de le préciser, je vais le préciser, j'ai fait du commerce international. Mhm.
Et donc, je suis rentré dans une start-up qui était dirigée par le gendre d'un homme politique très connu à l'époque, à son époque, qui était président du Sénat, qui a été plusieurs fois ministre. Donc, voilà, je suis rentré dans le monde des affaires comme ça. Mhm. Et un petit peu aussi, j'ai eu un pied plus ou moins et une oreille dans le monde politique. Donc, D'accord. j'ai entendu et vu des choses que j'aurais peut-être pas dû entendre ou voir. Enfin, voilà, ça a cultivé chez moi, ça a développé encore ma soif de compréhension, de vérité sur l'existence, sur le sens de l'existence. Parce que, et à Paris en plus, Oui. tout me paraissait insensé. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment, je suis arrivé à un moment où je commençais à saturer. Mhm. Donc là, tu étais avant tes 30 ans et c'est à cette époque-là que tu découvres Pascal. Et au moment où je t'ai interrompu, tu disais qu'il y a une phrase qui t'avait interpellé. Oui, chez Pascal, il y a une phrase qui m'a interpellé sur sur la morale, en fait, sur la morale. Et il disait que, comment est-ce que c'était tourné? Euh, qu'il serait toujours affligé par, par la morale des gens et que la recherche scientifique, finalement, ne lui apporterait jamais aucune consolation. Alors, je le Mhm. dis d'une certaine façon, mais il l'avait tourné autrement. Et Et ça a résonné en toi. ça a résonné en moi complètement parce que je voyais pas de morale, en fait. Je voyais plus de morale. Et donc, ouais, j'étais dans cette forme d'affliction. Mhm. Et, et- et voilà, c'était le début ce qu'on pourrait appeler le yoga de la connaissance. Mais en réalité, même les Occidentaux font du yoga sans le savoir. J'avais commencé, j'avais mis le doigt dans une recherche, dans une quête, mais par le biais de la connaissance. Mhm. Voilà. Ouais. Ouais, donc est-ce que tu dirais que le parcours que tu as eu, fulgurant, accéléré dans le monde de l'entreprise, la politique et en plus à Paris, ça a été tellement intense que ça t'a permis de te rendre compte de tous les écueils qu'il pouvait y avoir là-dedans et comme tu disais, de sentir cette affliction très tôt dans ta vie, avant même d'avoir pu aller beaucoup plus loin. Enfin, je sais pas si tu avais, parce que tu m'as parlé aussi que d'une entreprise que tu avais créée toi, tu n'en étais pas encore tout à fait là. D'accord. Donc Oui, là, c'était après. tu commences à étudier, enfin à lire et à rentrer dans le yoga, mais tu continues quand même à travailler et tu crées une entreprise, c'est ça? Excuse-moi, Coralie, on a Tu eu m'as une petite coupure. tu La m'as pas dernière entendu. partie Ouais, j'ai eu une petite coupure sur la dernière phrase, en fait. Donc, en même temps, tu étudies, tu t'intéresses à ces enseignements et de l'autre côté, tu continues ta vie professionnelle puisque tu crées une entreprise. C'est exactement ça. Il y a une espèce de... Là, il y a un grand paradoxe chez moi. C'est que effectivement, alors sur la première partie de ta question, oui, j'ai découvert que dans le monde de l'entreprise, je suis allé relativement assez haut. Enfin, relativement, je dis bien, tout est relatif. En tout cas, pour ma personne, ma personnalité de l'époque et le niveau que j'avais, j'estimais que c'était déjà beaucoup. Et je me rendais compte que, comme dans beaucoup de milieux que j'ai pu traverser, parce que j'ai traversé beaucoup de milieux sociaux, en fin de compte, il n'y avait aucune vérité valable. Il n'y avait rien il y avait rien qui résonnait chez moi, qui sortait, qui donnait du sens. J'étais toujours dans ma profonde insatisfaction. Et oui, donc, sur la deuxième partie, il y a ce paradoxe, il y a eu ce paradoxe où d'un côté, je sentais une espèce d'appel intérieur à aller toujours vers plus de vérité à travers les écrits de philosophes ou autres. Mhm. Et en même temps,
je me sentais quand même prisonnier de la matrice et je sentais qu'il fallait que je continue à chercher à gagner de l'argent par tous les moyens parce que sinon, j'en sortirais jamais. Mhm. Donc, il y a ce paradoxe-là. Et c'est pour ça que j'ai quitté donc Paris à un moment donné, j'ai quitté ce monde-là. Et je suis revenu dans ma ville provinciale, euh, dans l'Aube, en Champagne, à Troyes, et j'ai créé une entreprise. Effectivement, j'ai créé une entreprise en me disant, bon, plus de hiérarchie, je ne rends plus de compte à personne. C'est peut-être le moyen de sentir ce que c'est la liberté. Et en fin de compte, non, après, c'est toujours pareil, hein, c'est la même histoire. Et donc, en parallèle, oui, je développe cette entreprise, je pars de rien, je fais ça avec un ami d'enfance, on part de rien, on crée, alors c'est une petite boîte, hein, c'est pas, on crée, en quelques années, on crée 7 emplois, et puis, parallèlement, j'ai toujours chez moi, en secret, tranquillement, je, j'accélère ma quête de vérité. Donc, je lis Pascal, je lis des gens comme Cioran, Jung. Oui, il y avait Jung qui me parlait beaucoup, hein, intérieurement. Ça réveillait des choses incroyables. Et Nietzsche. Alors, Nietzsche, oui, pour moi, c'est celui en Occident qui est allé sans doute le plus loin, puisqu'il évoque dans ses œuvres le moi supérieur. Enfin, il parle de beaucoup de choses de morale aussi. Hein. Lui, il parle de la morale et il parle des profondeurs, hein, de l'humain. Donc, on sent qu'il a envie d'aller au cœur des choses, à l'intérieur de l'humain. Et donc, je mène les deux de front et il y a un moment donné où je fais un voyage. Donc, je crée cette entreprise en 2006. En 2009, je fais un premier voyage en Inde. Un ami qui me propose, qui me dit, tiens, est-ce que tu veux aller en Inde? Et immédiatement, je dis oui. Je sais pas, je sens, On je dis oui appelle. tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et on part en Inde. Donc là, on fait la vallée du Gange, on va à Bénarès, la ville sainte, Varanasi maintenant. Euh, et puis, euh, et puis, on revient de ce voyage. Donc, on a fait Agra, le Taj Mahal. On est allé au Rajasthan, visiter des villes comme Udaipur, Jaipur, enfin, pas mal de villes. T'es à Et l'aise là-bas? l'Inde, T'as l'impression d'un déjà-vu ou parce que non, c'est mais c'est bien, ta question est très bonne. En fait, c'est pas un déjà-vu. Si, on peut dire que c'est un déjà-vu. C'est pas un déjà-vu, c'est un déjà senti. ouais. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a eu le choc de civilisation. J'étais jamais sorti d'Occident, hein. De France, oui, mais d'Occident, non, d'Europe. Et là, je ressens comme j'avais déjà cette impression en France de pouvoir traverser plus ou moins les psychismes des gens, c'est-à-dire je ressentais des pensées, je ressentais beaucoup de choses. Et là, en Inde, c'est comme si je sentais leur inconscient collectif. Ça Mhm. venait me toucher à l'intérieur, ça a ouvert des choses à l'intérieur euh, d'une manière que je ne comprenais pas, Mhm. avec énormément de questions. Ça a accentué les questions que j'avais évidemment sur le sens de mon existence, le sens de l'existence, le sens du monde lui-même. Et donc, c'est tout. Ça s'est arrêté là. On a fait 3 semaines là-bas. On est revenu. Mhm. Mais ça a, du coup, ce voyage-là, ça a carrément Bouleversé. ouais, ça m'a bouleversé et ça a accentué ma quête. Et là, je me suis dit, mais ouais, là, je suis dans le non-sens, quoi. C'est pas possible. Il n'y a pas de sens. Je peux pas continuer comme ça. Si je continue, c'est la folie. Mhm. J'en étais là. Jusqu'en 2011. Enfin, je résiste encore. Il y a des symptômes qui arrivent quand même. Un peu de psoriasis. Tu vois, je résistais quand même. Je continuais. Et puis, il y a 2011, deuxième voyage en Inde. Là, on va à Pondichéry. On va à Auroville.
Et là, c'est la rencontre de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa à Auroville. Mhm. C'est J'achète un drôle parce premier qu'on en parle comme livre. s'ils étaient encore là, alors qu'ils étaient décédés depuis longtemps, enfin Robindo depuis longtemps, et mère, je crois, dans les années 1980 ou quelque chose comme ça, non? Ou plus tard encore. Enfin, 60 73. treize. Ouais, ouais. Et c'est fou à quel point ils sont encore totalement présents dans cette ville, quoi. Mais oui, pardon, je te laisse continuer. Donc, tu fais leur rencontre et Donc oui, tu découvres aussi les ouvrages de Saprem, sans doute. en fait, j'ai commencé, c'est venu un peu sur le tard ensuite. En fait, comme tu le dis, j'ai ressenti des choses quand je suis allé à Auroville, visiter le Matrimandir. J'ai acheté un premier petit livre qui s'appelait La croissance intérieure, un tout petit livre qui résumait un peu la pensée de Sri Aurobindo. Je ne suis pas rentré tout de suite dans les livres parce que j'étais encore dans ma résistance. J'étais encore j'étais encore bien pris dans la matrice, dans Mm. cette entreprise. J'avais pas encore j'avais pas trouvé le moyen de sortir. Et je me disais que si je sortais, j'allais me retrouver sans rien. Moi, ma famille, c'est pas, là, j'ai pas d'appui financier et autres. Donc, Oui, il fallait vivre, quoi. faut vivre. Donc, c'est là, on se sent un peu prisonnier, attaché. C'est Ouais, l'attachement. ouais, C'est l'enfermement même, si on peut dire. Mais ça travaille à l'intérieur, ça bouillonne, je sens j'ai envie de sortir de ça. Et donc au retour, en 2012, c'est là que, enfin en 2011, c'est à ce retour-là où je commence à essayer de trouver les moyens pour sortir. Et je me dis, je dois sortir d'une manière ou d'une autre, même si j'ai qu'un tout petit peu d'argent, même s'il me reste pas grand-chose. Et je trouve le moyen, en fait, avec mon associé, on s'entend et on arrive à trouver un moyen. Euh, et donc là, c'est un sentiment. Là, je plaque tout. Je laisse tout, appartement, tout, famille, amis. Je décide de partir, non pas en Inde, mais au Vietnam. donc une forme de dépouillement que tu ressens au plus profond de toi ou qui t'est inspiré au travers de tes lectures. C'est inspiré et en même temps, c'est ressenti. Je sens que moi-même, je me suis laissé prendre dans un piège Mm. qui s'est refermé sur moi, qui est le piège d'une forme de l'ego, hein, et qui s'est refermé sur moi avec toute forme d'attachement, matériel surtout. Et là, je dis non, je veux pas ça. Je veux pas me sentir attaché comme ça. J'avais ce besoin de liberté intérieure et de vérité. Et là, donc oui, je décide de tout laisser, mais j'ai quand même un confort puisque je pars avec une sécurité. Quoi, de la Et sécurité, de l'argent, de tout ce que tu as vendu en partant en ouais, France. c'est ça. Et encore, à ce moment-là, je décide de mettre ce qui reste de matériel, je décide de le transférer à d'autres noms de sorte de confiance, de sorte que je me sente complètement dépouillé. Et Mm. je me suis totalement dépouillé matériellement. Je suis parti avec suffisamment de quoi vivre mensuellement, mais dans la simplicité. Ouais. Euh, et donc, ouais, je me suis dépouillé de tout. J'ai tout plaqué. C'est un coup d'épée, on peut dire. Et je pars là-bas et j'ai un grand sentiment ouais, waouh, tout se relâche, tout se détend. Mm. Je commence à profiter de la vie au Vietnam, bon, même si je sens que le Vietnam, ça commence à se développer aussi comme en Occident, bon, sans jugement, sans critique aujourd'hui, même si sur le moment, j'avais quand même ces jugements et ces critiques sur le monde et sur moi-même. Et donc, bon, je me laisse vivre. Voilà, je me laisse aller et je me retrouve dans une forme de liberté, mais qui n'en est pas encore une, en fait. Mm. C'est pas encore ça. Et Pas pourquoi encore le ça. Vietnam et pas l'Inde? Parce qu'à l'époque, j'avais une petite amie vietnamienne D'accord. et, on a décidé donc je lui ai expliqué mes états d'âme, elle me suivait quand même, et elle-même se sentait pas super bien en France, en Occident.
Et elle a eu la volonté avec moi de repartir là-bas. Donc on est reparti D'accord. ensemble. Et donc, tu restes combien de temps au Vietnam et qu'est-ce que ça t'apporte? Et où tu en es dans ta quête et par rapport à justement tous ces enseignements que tu lis, comment ça s'intègre en toi? Eh bien, en fait, pendant des années, je me laisse vivre et là, je commence aussi, ça c'est en 2016, je commence à pratiquer. Alors, je revenais aussi en France de temps en temps, hein, parce que j'avais pas la possibilité, au niveau des visas, c'était un peu compliqué, j'avais pas la Ouais. possibilité de rester en permanence. Donc, je revenais en France aussi. Je faisais l'aller-retour. Et en 2016, il y a eu une bascule. J'ai commencé à pratiquer le yoga, en fait, les asanas et le pranayama, la respiration, euh, tout en continuant ma quête. J'ai commencé à écrire aussi. Je continuais à lire Nietzsche de plus en plus en profondeur. C'est comme si, c'est comme si je devenais lui presque à travers mes lectures. C'est assez bizarre, je sais. Et le yoga a réveillé encore des choses plus profondes. C'est aller encore plus profond en moi. Euh, je me rendais compte que même en étant à distance, même en étant au Vietnam, ça n'avait pas nettoyé chez moi les traumatismes du passé. Ça n'avait pas nettoyé cette quête de reconnaissance. En fait, c'est l'ego. Voilà, c'est toujours cet ego qui était là et je me sentais vraiment attaché encore. J'avais envie d'aller plus loin. Je sentais que Et il fallait. Ouais, vas-y, le je t'en yoga, prie. qu'est-ce que ça t'a donné comme conscience que tu n'avais pas avant, c'est-à-dire la conscience d'être, la conscience du corps, la conscience intérieure? Qu'est-ce que tu as découvert dans la pratique du yoga? Eh bien, dans la pratique du yoga, je suis effectivement là, tu mets le doigt dessus. Tout d'abord, il y a la reconnexion au corps. Vraiment, j'ai été déconnecté de mon corps pendant tellement d'années. C'est incroyable comment on peut se déconnecter. Et le yoga m'a permis, petit à petit, ça a réveillé, oui, il y a eu cette connexion, les sens, voilà, les sens, le ressenti intérieur. Euh, et en même temps, le pranayama, c'est-à-dire le souffle, euh, qui pour moi est fondamental. Euh, c'est à travers le souffle que je dirais, j'ai commencé à sentir mon être psychique, ma psyché, qui se Mhm. réveillait et qui venait en avant, qui se mettait en avant et qui venait avec une forme de conscience de vérité, plus de Mhm. mensonges possible. Ça commençait, je le sentais. Et j'avais, je parlais vrai de plus en plus, surtout à propos de tout, avec n'importe qui, y compris avec les relations que j'avais autour de moi. À ce moment-là, ça m'a valu des petits isolements, même des isolements, on va dire. Mais je sentais que oui, il y avait Des ce clashs, des besoin. ruptures avec Ouais, relationnelles, quoi, avec ouais, certaines ouais, personnes. ouais, tout à fait. Des clashs, des ruptures, il y en a eu, mais je pouvais plus mentir. Et tu C'est vois, ça me ça. fait penser au film Menteur, Menteur avec Jim Carrey, cet avocat dans le film qui, à un moment donné, peut plus mentir du tout et Ouais, il se met à dire la vérité devant le tribunal. C'est très drôle. Et ouais. ben, c'est pareil, en fait. Il Tu a peux plus vraiment des mentir. films intéressants, Jim Carrey, parce que moi, ça me fait penser à l'autre, là où il est dans un truc de télé-réalité, où il se rend compte que, Le Truman Show. voilà, Truman Show. Et en fait, je crois que toute sa filmographie, ça décrit ça. Et c'est vraiment génial pour ceux qui le connaissent pas, si vous voulez aller voir tous les films, je crois, de Jim Carrey. C'est pas un humoriste, hein, c'est pas un comique. C'est vachement profond, en fait, mais c'est assez léger. C'est amené toujours avec des scénarios, des histoires légères. Et je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais pas fait ce rapprochement, tu vois, quand j'ai commencé le yoga un peu avant 30 ans. Avant d'avoir 30 ans, je me suis pas rendu compte de ce que
tu dis là, qui fait qu'on ne peut plus jouer de rôle, on ne peut plus se mentir à soi-même parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans la conscience de soi, par le corps et par cette conscience de la conscience intérieure qui fait que tu peux plus tricher. Et je dirais que c'est génial. Bon, après, j'ai continué à tricher quand même un peu, hein. Mais euh, c'est comme si tu avais un miroir en face, une vérité, tu avais accès à ta vérité en permanence et du coup, c'est beaucoup plus difficile de tricher et c'est plus facile d'être authentique sans que ça demande aucun effort. C'est-à-dire, c'est pas une démarche du mental, c'est quelque chose qui se met spontanément en place. Tu dirais ça aussi? Ouais, ouais, complètement. C'est pas, non, c'est pas une volonté. Ouais. C'est, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur et c'est même plus le mental qui parle, hein. Ouais, C'est un c'est tout. une autre conscience. Ouais, C'est l'être psychique vraiment, parce que c'est la psyché qu'on dit psyché en grec. ouais, C'est l'être psychique qui se met en avant et qui fait le lien, qui commence à faire le lien avec le monde extérieur en fait. ouais, Et il voit, on arrive presque à la connaissance par identité là. C'est comme si on voit à travers les gens et ouais, à travers les événements, tu sais. ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Si, si, et puis il y a C'est tout. l'intuition. Ouais. Ça a réveillé, voilà, l'intuition. Enfin, je l'avais déjà, mais du coup, j'en étais consciente. Et ça a aussi activé tous mes dons que l'on a tous, hein. Mais en termes de, par exemple, de télépathie, tu penses à quelqu'un, la personne pense à toi, juste à ce moment-là, elle t'appelle, ou les rencontres, ça accélère les synchronicités. Euh, Ça quand même développe énormément l'intuition, parce que j'en avais, mais là, j'en ai eu encore plus. Et puis, ça m'a rapproché, moi, de la capacité à être fidèle à ce que je ressentais à l'intérieur, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne savais pas du tout. Tu dis, ça fait longtemps que j'étais déconnectée de mon corps. Moi, je pense qu'avant 27 ans, j'ai jamais été dans mon corps. Tu vois, c'est pas plus dur que ça parce que je n'ai pas appris. Toujours été à l'extérieur. Je savais pas ce que c'était que de ressentir. Bien sûr, j'avais fait du sport avant, j'avais fait même du sport beaucoup, mais le sport, ça n'a rien à voir. C'est le jeu, la compétition, un effort physique, alors que le yoga, c'est complètement différent. C'est juste d'être là, présent à soi. Et, et donc ça a été une révolution intérieure que c'est la première fois que je le décris comme ça, mais c'est, on se rend pas compte à quel point on n'habite pas son corps, on n'est pas conscient de son corps et on ne se sert pas de tous ces indicateurs, c'est-à-dire les panneaux du corps en termes de sensations, de ressenti, si c'est OK ou pas pour moi, comment je me sens maintenant, de quoi j'ai besoin. Tout ça, j'avais pas ces tableaux de bord, si tu veux, ils étaient là, mais je m'en servais pas parce que personne m'avait appris, je les connaissais pas. Et puis en 97, le yoga, c'était un petit peu pour les gens un peu perchés, les marginaux. Alors que maintenant, qui n'a pas son cours de yoga, quoi? C'est devenu même presque trop dans la mesure où, je sais pas, il y a tellement de formes de yoga que j'ai pas été toutes les explorer, donc je vais pas en parler. Mais ça me paraît beaucoup, je sais pas. Donc voilà, je reviens à toi. Donc tu es au Vietnam et tu découvres tout ça, tu fais des allers-retours en France et tu rentres dans une autre conscience de toi. Et ensuite, qu'est-ce que t'apporte cette expérience au Vietnam et pourquoi tu reviens en France? En fait, c'est pas. Ah, pourquoi je reviens en France aujourd'hui, tu veux dire? Bah, enfin, quand tu as choisi de quitter le Vietnam, parce que tu as passé quand même plusieurs années. Oui, alors ouais, je vais essayer de résumer tout ça simplement. Euh, jusqu'en jusqu'en 2019, donc je poursuis le yoga, je poursuis le pranayama, je poursuis un peu l'écriture, la lecture des philosophes. Donc je suis toujours sur Nietzsche surtout, Jung aussi dans un livre que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Psychologie du yoga de la Kundalini, qui a réveillé beaucoup de choses en moi. En 2019, donc après de nouvelles prises de conscience sur moi-même, de nouvelles prises de conscience sur le monde qui m'entoure, l'extérieur,
parce que je suis allé, je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est lié à cet être psychique qui s'est réveillé, à cette nouvelle conscience de vérité qui s'est révélée. J'ai traversé, c'est comme si j'arrivais à rentrer dans les événements, à voir ce qu'il y avait derrière au niveau mondial. Bon, à l'époque, c'était encore dans le jugement, hein. Euh, mais je rentre dans ce qui, oui, comment ce monde est-il en train de se développer? Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vraiment, je rentre dedans, dans les événements. Et il y a ces prises de conscience, et en même temps, donc, il y a des synchronicités qui arrivent euh, parallèlement. Des synchronicités, alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment très, très, très mystique. Ben, pour moi, ça ne l'est pas, mais si je les raconte, ça va devenir très mystique. Et suite à ces synchronicités et à ces prises de conscience, où là, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas dans le divin, je n'étais pas dans une quête spirituelle, pas du tout. Mais là, je me retourne vers le divin, je ne sais pas pourquoi, je me retourne vers ça, ou cela, vers l'être, on va dire, hein, on le nomme comme on veut. Et il m'arrive d'avoir des torrents de larmes en demandant, là je te raconte, après c'est mon histoire personnelle, hein, c'est pas, il y a autant de voix qu'il y a d'êtres, hein. Mm. C'est celle qui m'a été demandée de suivre. Et dans des torrents de larmes, je prie pour que l'humanité soit pardonnée. Euh, je prie pour qu'on me pardonne d'avoir participé à, à toutes ces éventuelles horreurs que je voyais comme des horreurs à l'époque, hein. Encore une Mm. fois, j'étais un peu dans le jugement. Euh, et je m'abandonne totalement. C'est-à-dire que j'en arrive même à dire, bon, bah, c'est pas grave, cette vie, j'en veux plus. C'est bon. Ouais, j'en ai ras-le-bol, ça va. J'ai compris, je suis saturé. J'ai plus besoin de chercher, ça va. Et là, j'étais sur mon balcon, donc une nouvelle synchronicité se présente, et je me sens guidé de l'intérieur à rejoindre ma chambre. J'étais sur le balcon, je rejoins ma chambre, je m'allonge sur le lit, j'écarte légèrement les jambes, je mets les bras en croix. Et là, donc je témoigne de ça, c'est la première fois que j'en parle en public, je n'ai pas vraiment l'habitude. Et c'est vraiment sans prétention, sans ambition, c'est uniquement pour partager. Euh, et là, je ferme les yeux et il y a un silence absolu qui se fait. Plus d'émotions, plus de pensée, plus rien du tout. Euh, une énorme boule de feu m'arrive dans le crâne, en fait. Et après recherche, cette boule de feu, elle correspond à l'arrivée du mental sur la Terre. Enfin bon, cette boule de feu m'arrive dans le crâne, elle m'écrase le cerveau littéralement, et je me retrouve projeté, la conscience est projetée dans la conscience unitaire, dans la conscience universelle, cosmique. Mm. Et là, Ça, tu le vois en même temps que ça se produit ou c'est après coup? c'est pas que je le vois, c'est pas Enfin, je veux vu, dire, enfin, tu le ressens comme ça. je le ressens, et en même temps, lorsque je suis projeté, à un moment donc les yeux sont quand même, enfin, les yeux sont fermés, mais l'œil est ouvert. Et là, je vois toute la manifestation. Mais c'est pas une vue physique en Oui, oui, je réalité. comprends. C'est sur ta conscience intérieure, dans ta Ouais, conscience c'est intérieure, ça, si on c'est peut ça. dire. Mm. Toute la manifestation, les êtres, les choses, tout est vu. On est un. Il y a pas de séparation, il n'y a plus de division. Il n'y a pas de masculin, de féminin. Voilà, il y a pas de temps. Tout est un. Et là, c'est la première partie, parce que ça ne s'arrête pas là, en fait. La projection de la conscience continue, elle se poursuit. Je sors du champ universel de conscience et je rentre dans un espèce d'espace vide, sidéral. C'est le vide, c'est la paix, c'est le silence absolu. Et là, alors après recherche, hein, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Il n'y a rien.
c'est c'est absolument vide. Voilà. Et de là, donc et ça a été décrit également par Sri Aurobindo, en fait, et par d'autres. Mhm. Et de là, je suis projeté à nouveau sur un plan qui est un plan qui se trouve, un plan de conscience qui est encore au-dessus, qui est le supramental, en fait. Le supramental, c'est le plan c'est la conscience de l'être manifestée dans sa dimension énergétique, en fait. Et là, je ressens un amour, un océan d'amour, une puissance et une intelligence impensables. Et je suis baigné là-dedans. Et puis, je reviens. Donc là, alors oui, ça s'est fait, j'ai oublié de le préciser, ça s'est fait par une ouverture du cœur. Il y a une Mhm. flamme qui est venue, c'est comme une flamme qui est venue brûler le cœur, qui l'a ouvert, et là, j'ai été pris là-dedans. Ça a tout embrasé, en fait, ça a tout brûlé. Enfin, brûlé d'amour, hein. Ouais. C'est pas une brûlure qui fait mal. C'est une flamme. Le feu qui assainit, qui ouvre. Ouais, c'est ça. C'est Agni, Agni en sanskrit. Mhm. C'est une déesse d'ailleurs, Agni. Donc c'est le feu purificateur, si on veut bien. Et là, je suis projeté dans le supramental et je reviens dans mon corps. J'ai eu l'impression que mon cœur a cessé de battre aussi pendant ce temps-là. Je pense que c'était pris en charge, je ne sais pas. Mhm. Euh, et là, je reviens dans le corps avec des larmes de joie absolues, Donc, absolues. ça arrive quand même à un moment où tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour, je peux tout lâcher, je peux tout abandonner, même la En fait, vie, c'est pas je sans peux. pour autant. Ouais, c'est ça y En est, fait, quoi. en Tu fait, c'est cherches pas je plus peux, rien. c'est j'ai plus d'envie. Ça Ouais, va, c'est bon. J'ai fait le tour horizontalement, on va dire. oui, Je suis allé à dans toutes l'horizon. mes directions possibles. Et peut-être pas d'ailleurs. Enfin, pour moi, ça l'était. J'étais allé dans toutes les directions possibles et je voyais pas d'issue. Enfin, il n'y avait pas d'issue. Ouais, ouais, ouais. Et Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas tu te d'issue? laisses aller, tu te laisses fondre là-dedans et ça t'amène à, est-ce que tu dirais que c'est une forme d'éveil ou est-ce que c'est une expérience ou de quelque chose dont tu avais besoin de saisir pour continuer à vivre tes expériences? Est-ce que tu peux dire ça avec le recul aujourd'hui ou pas du tout? Oui, j'avais besoin de ça. Oui, oui, tout à fait. En fait, à la base, c'est comme un trou noir, hein. On tombe dans une sorte de trou noir et on va embrasser, on traverse tous nos traumas jusqu'au plus petit trauma. Même les gros, les petits, on traverse tout. Euh, on revoit sa vie. On revoit sa vie comme quelque chose de. C'est tout le passé qui est brûlé et nettoyé. C'est comme quelque chose qui était le passé est revisité, il est pardonné, il est accepté, c'est comme si, oui, ce passé était nécessaire, parce que sans ce passé, sans ces blessures et sans ces traumas, je ne pouvais pas savoir ce que je venais de découvrir. C'était impossible. Donc là, c'est un nettoyage total du passé. Donc c'est un trou noir, on plonge dedans. Et c'est comme si, et là, ça me faisait. Et c'est là où je rejoins Pascal aussi, qui disait devenir comme un atome et voir l'univers dans sa dimension sphérique. Ouais. Parce que c'est ce qu'il dit aussi, cette phrase-là m'a touché. Et ça, là, je l'ai compris tout de suite pourquoi cette phrase m'a touché, c'est que on devient plus petit qu'un atome. C'est comme si on retraversait l'évolution dans l'autre sens. Mhm. On retraverse tout. On Ouais. devient plus petit qu'un atome. Et là, on est projeté ailleurs. On sort de la matrice, donc, du champ manifesté, et on est projeté ailleurs. Et donc, pour te répondre, oui, euh, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième naissance, en fait. Voilà. On est mort, je suis mort à moi-même. C'est une mort. C'est la mort de, c'est pas la mort de l'ego, parce qu'on revient avec l'ego, mais en tous les cas, ça a été, pendant un temps donné, la mort de l'ego.
Et puis le retour avec c'est là où je fais le rapport ensuite avec l'évolution de l'espèce, c'est qu'il y a eu ce retour aussi avec pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, ce sentiment d'être rempli d'énergie et de puissance euh, et d'amour. Donc Hmm. oui, et Mira Alfassa disait, une goutte du supramental peut suffire à transformer. Et effectivement, une goutte suffit, hein. Ouais. C'est d'une puissance. Toutes nos bombes atomiques c'est de la rigolade à côté, hein. Et alors, est-ce que tu peux dire ce que tu entends par supramental? Parce qu'on a parlé un petit peu de Aurobindo et mère, sans décrire d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas. Mais voilà, ce sont deux personnes. Enfin, Sri Aurobindo est un maître spirituel indien qui a laissé tout un enseignement et dans lequel il parle du supramental, c'est-à-dire de l'avènement d'une nouvelle espèce humaine. Et Mira Alfassa, qui est d'origine française, l'a rejoint à Pondichéry, où ils ont créé, enfin, je crois que l'ashram existait avant, mais Mère a été à l'origine de la création de la cité de Auroville, dont tu as parlé, où tu es allé également. Et c'était un petit peu la cité idéale humaine, fondée sur la paix et sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est une ville qui est reconnue au niveau international, hein, par l'UNESCO, etc. Enfin bref, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit plus en profondeur. Et, euh, et je disais ça pourquoi? Parce que voilà, dans ton évolution, tes pérégrinations, ça t'amène vers le supramental et qui est, comment dire, qui caractérise cette nouvelle espèce humaine. Alors, est-ce que tu peux en dire plus de ta compréhension du supramental selon cette expérience que tu as vécue? Hmm. Je vais essayer. Là, encore une fois, sans prétention, je ne suis sans doute pas le plus grand spécialiste de Sri Aurobindo. Ça fait que 4 ans que j'ai vécu ça, mais bon, j'ai beaucoup avancé en 4 ans, hein, de manière très accélérée. Et donc, oui, je ne savais pas que j'avais j'avais goûté le supramental, en fait, Au moment où ça s'est euh, produit. au moment où ça s'est produit. Mais j'ai repensé le lendemain, tout de suite, j'ai repensé au matrimandir, cette boule de feu. J'ai fait le rapprochement un peu avec le matrimandir, qui est cette énorme sphère au milieu d'Auroville, où les résidents et les non-résidents peuvent être invités à venir méditer euh, dans une salle ensemble, dans une salle commune ou dans des petites salles de méditation. Métal, au bas de la sphère. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc j'ai repensé à ça et tout de suite j'ai pris un billet d'avion et je suis parti là-bas pour parce qu'il fallait, je sentais que là il fallait Tu que avais besoin de j'explore ça. parce que Ouais. dans les synchronicités dont j'ai pas, on n'a pas vraiment évoqué, mais bon il y a aussi ma mère qui est enfin, Aurobindo a quitté son corps le 5 décembre 50, ma mère est née le 5 décembre 50. Bon, et ça je l'ai su bien après, su bien après. Donc je me suis senti un peu guidé là-bas. Et donc j'y vais. Et là, j'ai commencé à apprivoiser des livres qu'avait écrit Sri Aurobindo. Et dans les synchronicités que j'ai vécues, il les a décrites lui-même dans ses livres. Donc, C'est-à-dire, bah, pareil, bah, c'est-à-dire que les tu peux donner un synchronicités exemple? Oui, je peux donner un exemple. Par exemple, lorsque j'étais sur ce balcon, mon balcon, un soir, il y a une étoile qui est descendue, qui est tombée, mais de manière très lente, tout doucement, comme ça, comme si elle tombait d'un tableau, Hmm. comme si le décor se déchirait. Mais à la limite, celle-ci, c'est une petite synchronicité par rapport au reste, mais je ne veux pas rentrer dans le côté mystique. Donc, Mais est-ce que tu mais peux dire, bah, justement, tu as dit Aurobindo les a décrites aussi. ouais. Qu'est-ce qu'il a décrit au travers de ça? Bah, il a dit qu'on on commençait enfin, on commençait à s'éveiller spirituellement lorsque, par exemple, il parle de cette étoile qui tombe du ciel. D'accord. Quand Il tu la décrit vois, quand exactement tu perçois ça. ouais, il décrit exactement la même chose. Et Hmm. là, j'ai dit, oh, ah bah, c'est exactement ce que j'ai vu. Hmm.
Donc, tu Et te sens parallèlement, guidé par, oui, vas-y, tu je te t'en sens prie, je t'ai guidé par interrompu. ces enseignements et ce qu'il décrit par rapport à toi, ta propre expérience. Est-ce que ça donne du sens à ton évolution, ta, à tes désirs, si, s'il y en a? Bah, toi, est-ce que ça Euh, t'inspire, quoi? Est-ce que tu te sens oui, encore plus appelé vers certaines choses, certaines expériences? ouais. Alors, effectivement, ça me parle tout de suite. Tout ce qu'il écrit, voilà, c'est, poum, ça résonne en moi directement, hein. C'est incroyable même. Euh, Après, encore une fois, il y a autant de voix qu'il y a d'êtres, hein. La voix de Sri Oui. Aurobindo et de son yoga intégral, parce que c'est un yoga intégral, c'est une voie assez particulière finalement pour des chercheurs. Mm. Mais oui, ça a déclenché chez moi la volonté de lire. Je dévorais ces livres, je les ai dévorés. Euh, et puis, également ce non-sens pour moi. Alors, le supramental, il y a effectivement Sri Aurobindo disait du supramental que c'était plus dur que du diamant et plus fluide qu'un gaz. C'est Mhm. paradoxal. Donc effectivement, c'est le plan de l'être dans sa dimension énergétique, dans sa manifestation énergétique. On peut dire que c'est la mère des mondes, c'est la mère divine. Et ça, lui, dans son explication de l'évolution, parce qu'il faut quand même revenir à l'évolution, même si on peut constater que ce monde est une illusion, qu'il n'y a pas de dualité, etc. Il n'empêche que on est dedans, on est dans des corps et que on est dans l'évolution depuis le premier atome jusqu'à nous. On est passé, Sri Aurobindo décrit très bien ça, l'évolution en passant quoi, du minéral au végétal, du végétal à l'animal et de l'animal au mental. Il nous explique aussi que ça n'aurait aucun sens que l'espèce humaine soit la dernière espèce. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine serait la dernière espèce sur Terre s'il y a effectivement une évolution et si cette évolution elle est voulue à travers un plan divin? Pourquoi est-ce que on tournerait en rond, nous, les humains, comme les animaux? Certains animaux ont pu tourner en rond à leur tour avant de faire leur saut quantique et d'évoluer vers autre chose. Pourquoi est-ce que nous, les humains, on tournerait pas en rond avec notre mental? Comme moi, j'ai tourné en rond avec le mien, hein. Je tiens à le rappeler quand même. Ouais. Mais ça paraît Vas-y. évident, en effet, que cette évolution se poursuive et que on aille vers autre chose, même si sur le temps d'une vie, on n'a pas forcément l'occasion d'en prendre conscience. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que, comme tu le disais, on a déjà fait tellement d'expériences depuis qu'on est né. Enfin, je sais pas quel âge tu as, mais tout s'est accéléré dans les dernières décennies, ce qui donne la sensation de vivre plusieurs vies en une, parce que pour faire toutes les expériences dont tu viens de parler, euh, auparavant, il aurait fallu plusieurs existences, plusieurs incarnations pour ça. Et donc, C'est ça. bien entendu, je pense que c'est tout à fait acceptable pour une grande majorité aujourd'hui que l'être continue à évoluer et que donc Aurobindo fait partie des gens qui ont décrit ce vers quoi tend l'être humain et au travers donc de ce supramental. Alors, je te laisse finir. Comment Ouais. tu captes ça, toi? Alors, comment je capte ça? Et par rapport à ton expérience, puisque tu as, eu, comme si on t'avait laissé y goûter, tu as pu aller faire un espèce de voyage en avant euh, pour que t'en imprégner totalement, je ne sais pas comment formuler ça, mais et participer à l'avènement sans doute de ce supramental Je pense on est encore au aux début, hein. prémices. Ouais, on est encore dans les prémices. En tous les cas, c'est vrai que quand je suis revenu, j'avais euh, quelques dons aussi. Communiquer avec les plantes, par exemple. Ça paraît fou, mais ouais. Il y avait il y avait la télépathie aussi, c'est-à-dire communiquer des pensées. Avec les gens. Euh,
Maintenant, sur le plan, ce qui est plus intéressant, ce qui est important, c'est au niveau du corps. Et ce qui va intéresser l'humanité, à mon avis, ça va être au niveau du corps. Pas de faire des expériences comme j'ai faites, parce que finalement, je ne crois pas que ça concerne. Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse cette expérience, parce que pour moi, ça a été quand même une certaine saturation mentale et c'est arrivé assez brutalement, hein. Mm. Je désirais plus la vie telle que je la connaissais. Donc, je ne suis pas certain que tout le monde arrive à ce stade de saturation. En tous les cas, c'est au niveau du corps que ça se situe pour moi maintenant. Mhm. Comme disait Miral Fassa, le salut est physique, on sépare le corps. Et c'est dit aussi après je vais parler de mon propre ressenti, mais c'est dit aussi dans le Rig Veda, quand ils disent dans les entrailles, un formidable enfant, il s'appelle le fils du corps. Ils ne disent même pas le fils de l'homme, ils disent le fils du corps. Et ce Mhm. n'est pas un corps biologique. Euh, dans la tradition biblique, il est dit le fils de l'homme, mais c'est pas, faut pas l'entendre au sens fils de l'homme en tant que euh, Être, enfin, progéniture. ouais. Mhm. Donc, par rapport au corps, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, c'est que pour les chakras, les centres de conscience supérieure, Mhm. celui-ci, qu'on appelle Ajna, qui est celui du troisième œil, et sur le sommet du crâne, qui est le chakra coronal, en fait, ils sont maintenant actifs en permanence. J'ai ressenti il y a un an, alors que j'étais au Népal, je suis resté 6 mois au Népal, euh, pour fuir un peu la pression covidienne, entre guillemets, du Vietnam. Je suis parti au Népal, parce que c'était un pays vert, et puis en plus, j'avais des choses visiblement à faire là-bas. Donc, je suis parti là-bas, et là, j'ai ressenti comme euh, une pression énorme sur le sommet. Il était déjà actif, mais là, c'était ouais, une force qui descendait dans le cerveau et qui m'écrasait presque le cerveau. Et j'ai eu des moments d'extase aussi avec ça, avec la glande pinéale aussi. Enfin, tout ça, c'est la glande pinéale, en fait. Mhm. Euh, et, 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 et au niveau du corps, à ce moment-là, c'est un ressenti. Donc, lorsqu'on prend la respiration, qu'on se détend, là, on n'est pas obligé de le faire assis, on peut le faire allongé. Moi, je m'allonge, je laisse mon corps s'en aller, se poser sur le sol. Je ressens, s'il s'alourdit, je le laisse aller. Et là, j'ai commencé à sentir des vibrations dans mon corps. Le corps vibrait intérieur. Et ça, Miral Fassa en fait le témoignage aussi. Mais encore une fois, c'est le début, hein, vraiment. Il y a pas de prétention dans ce témoignage là-dedans. C'est le début absolu. Et puis, plus récemment, donc toujours cette pression au niveau du crâne. Et puis, ça prend. C'est comme des petites lumières qui s'allument parfois à l'intérieur, des petites vibrations assez agréables, rien de désagréable. Et puis dernièrement, toujours cette pression sur le sommet du crâne et le corps, il y a à peu près 2 semaines, je dirais, le corps a commencé à fourmiller par le sommet, un fourmillement qui commence à se répandre sur toute la tête, par les pieds, dans les jambes et dans tout le corps. Et ça se transforme en une sorte de lumière chaude. Et c'est comme si les cellules sautillent de joie. Comme si elles reconnaissent ça. Pour elles, et alors, on est bien, on est ouais, enveloppé là-dedans. Ça gonfle, le corps gonfle un peu. On reste là-dedans. Alors, il faut surtout pas que le mental s'en mêle, parce que s'il s'en mêle, ça retombe tout de suite. Et voilà, j'en suis là. Et c'est des sensations ouais, qui sont assez agréables. Il y a eu une petite phase aussi dans les 2 semaines qui ont précédé là,
c'est que dans la descente, parce que finalement, on descend dans le corps par palier avec la respiration. Il y a Mhm. des résistances, on sent des résistances qui sont les nerfs, les muscles, ça peut être beaucoup de choses. Mais plus on attend et plus on laisse le mental filer, s'en aller, plus on va passer ces résistances pour descendre encore plus avec la respiration. Et j'ai senti dans ces descentes que mes os, en fait, j'ai eu des douleurs dans les os, comme si quelque chose voulait pénétrer les os. Mais c'était douloureux, ça, par contre. C'était douloureux. Enfin, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le supramental. À mon sens, on n'en est qu'au début. Mhm. Bon, j'ai d'autres connaissances à distance qui en sont à d'autres niveaux, mais Ouais, tu connais d'autres personnes qui font des ouais, expériences un petit peu différentes, mais qui ont la même sensation d'intégrer ça dans leur corps et d'être là pour ça ouais, c'est finalement, ça. pour que ça commence à descendre et que des êtres humains puissent l'intégrer afin que ça puisse se propager tout simplement. C'est comme une ouverture. Donc toi, Oui, c'est tout à fait. Moi, tu vis ça comme ça, ce que tu décris je dans le vis ça corps. comme ça. Je pense que c'est, Ben, je t'ai pas entendu, ouais, excuse-moi. je vis T'as ça dit je comme pense ça. que c'est ça. Oui, je pense que c'est comme ça. Pour moi, ça va être c'est le corps qui va. On n'a plus besoin du mental à ce moment-là, hein. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite phrase de Descartes Tolle que j'ai relevée dans Le pouvoir du moment présent, qui dit, je te la cite comme ça, la prédominance de la pensée n'est rien d'autre qu'une étape dans l'évolution de la conscience. Il nous faut passer à l'étape suivante de toute urgence. Sinon, le mental nous anéantira, car il est devenu un véritable monstre. Mm. Voilà ce qu'il dit dans son chapitre 1 du pouvoir du moment présent. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Et on est un nombre incalculable à être d'accord là-dessus. Mm. Et ça va passer par le corps, effectivement. À mon sens, et c'est ce qu'avait dit plus ou moins Sri Aurobindo, et moi, il y a des choses qui me sont descendues comme ça dans l'écriture. Enfin, je pense que, et puis je regarde aussi ce qui se passe à droite à gauche, je m'intéresse à tout. À mon sens, on va développer des pouvoirs Mm. qui ne sont pas révélés aujourd'hui, mais qui vont être révélés justement par le biais de ces centres de conscience, par les centres de conscience supérieurs, non pas inférieurs. Par exemple, et ça rejoint Satprem, et ça, je l'ai écrit avant même de lire Satprem. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est descendu, parce qu'on est toujours inspiré finalement. C'est pas nous qui pensons, nos pensées ne nous appartiennent pas. Donc, ça descend, et j'entends que on va respirer d'une autre manière. Les poumons vont plus servir finalement. C'est les organes qui vont plus servir et on va respirer d'une autre manière. Et là, je me dis, oui, d'accord, c'est peut-être le prana, par le biais du prana, mais comment est-ce que le prana va rentrer? Et je me dis, bon, de toute façon, c'est par le prana, parce que c'est l'énergie vitale. Et je lis ça de près, il y a 2 jours, je tombe dans son carnet d'une apocalypse, dans le tome 3, je tombe sur, effectivement, lui aussi dit que on va avoir une infinité, une myriade de petits poumons de la taille d'une cellule, peut-être, je ne sais pas, et ça va faire que le prana va rentrer directement dans le corps sans passer par le système pulmonaire. Donc Mm. ça, je l'ai écrit avant de le lire. Tu vois, il y a des choses qui viennent se confirmer, que je Mm. pense, et qui sont confirmées ensuite. Il y a autre chose, c'est la nourriture. Euh, pour moi, on va se nourrir, l'être humain va être amené à se nourrir de prana exclusivement, pas aujourd'hui. Quoique, il y a des spécimens d'humains Est-ce qui qu'on se peut dire ce nourrissent, que c'est que le prana pour les gens qui ne savent pas, c'est-à-dire l'énergie vitale qui est partout c'est ça. et qu'on peut voir quand on regarde sans regarder, on voit des petits points et c'est l'énergie vitale qui nous traverse, qui nous nourrit déjà, hein, parce que si on ne l'avait pas, on ne serait pas en vie. Exactement. Et donc tu penses qu'on va vers une nourriture pranique? Oui.
il y a déjà pas mal de gens qui en font l'expérience, hein, il y en a beaucoup, c'est très à la mode de faire des jeûnes. Et ceux qui poussent le plus loin enfin, se nourrissent que de prana. C'est ça. Il y a cette vidéo dont je t'avais parlé, cette vidéo de cet homme, de ce Français, qui est suivi par un institut, l'INRES, un institut national hein, sur la recherche un peu spirituelle. Et donc, lui, il fait ça depuis maintenant, ça doit faire 10 ans. Et il ne se nourrit que de ça. Et il est en Mhm. parfaite santé. Il est sophrologue au travail. Donc, il aide les gens à supporter leur existence aussi. Il fait du sport. Il explique bien dans la vidéo qui est sur YouTube. Hein, on peut la trouver. Il suffit de taper prana, on la trouve. Ouais. Et il explique bien que il ne se nourrit que de ça, que ça ne l'affecte pas, que ses muscles ne sont pas affectés, qu'il fait du sport, etc. Il y a Et il y plein a de des bébés. témoignages, hein, sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir et qui pensent que c'est pas possible. Il y a plein de gens qui témoignent, qui racontent leur expérience par rapport à ça. Ouais. Mais donc toi aujourd'hui, tu vis comment? Tu manges encore du solide? Ou Oui, beaucoup moins. tu as moins besoin? Tu ressens Moins moins de besoin? besoin. Moins Mm. besoin. En réalité, le lendemain matin de l'expérience dont on a parlé, qu'on a évoqué, je suis devenu immédiatement végétarien. D'accord. Le lendemain. Mm. Végétarien, sur les désirs, en fait, les désirs sont partis. Euh, Il y a plus que, à ce moment-là, il n'y avait plus que le besoin d'être présent et de respirer. Et donc, oui, sur l'aspect nourriture, parce qu'on en était là-dessus, sur le prana, qui se dit aussi le chi, Oui. hein, pour la Le partie chinoise, chi, oui. ou le Chi ou ki, qui? ouais. Euh, j'ai plus besoin je mange principalement des végétaux, je mange plus comment, de féculents ou ce genre de Ah oui. choses. C'est surtout des végétaux et des fruits, très peu de féculents, vraiment Mm. très peu, très peu. Je Et j'ai ressens pas pas ce besoin. de, non, je ressens pas ce besoin. Et si je me force à manger, je me sens pas très bien en fait. D'accord. Alors, on perd pas à un moment donné. On perd au début parce qu'on perd le surplus en fait. Ouais. Et à un moment donné, on perd plus. Bon, je suis pas encore moi pranique, hein, loin de là. Hein. J'ai besoin encore de me nourrir. Hein. Tu as toujours de l'énergie, du dynamisme, tu sens bien ton énergie vitale. À ce niveau-là, Davantage, peut-être tu la sens plus. Ouais. davantage, Ouais. davantage. Oui, oui, beaucoup plus. On se réveille on a moins besoin de dormir. On se réveille en pleine forme. On a tout de suite envie d'agir, de faire quelque chose. Enfin, de faire le bien pour soi-même. Est-ce Euh, ouais. que, ouais, depuis cette expérience, comment ça a transformé ta vie en termes de, est-ce que tu sens plus de paix, plus d'amour? Tu dis qu'il n'y a plus de désir. Est-ce que du coup, tu te sens plus en paix, plus dans l'acceptation totale de ce qui est? Et est-ce que tu te laisses guider, puisque s'il n'y a plus de désir, j'imagine, enfin, tu te laisses porter par les appels intérieurs du moment, jour après jour? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est- les désirs se sont estompés complètement. Le fait parfois, je pourrais juste me poser et respirer et je suis bien. J'ai besoin de rien d'autre, absolument rien. L'amour, en fait, l'amour est transformé parce qu'on le voit plus on le voit plus comme un amour exclusif entre deux êtres, entre deux personnes, et même avec son enfant. Je veux dire, moi, Ouais, je tu suis as une papa petite d'une fille fille. que tu élèves, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à elle? En fait, elle est arrivée juste après. Ah, Elle a été conçue avant, mais elle est arrivée après. d'accord. Donc, par rapport à ma fille, bien sûr, j'ai un amour pour elle immense, mais en même temps pour les autres enfants. C'est pas, on se sent pas exclusif. Mm, On l'est parce que bon, il faut l'éduquer. Bon, là, je suis en France, par exemple, donc je suis pas dans une communauté comme on pourrait l'être à Auroville ou ailleurs, où peut-être d'autres parents pourraient s'occuper aussi de l'enfant. Enfin, il y a plus de partage, oui, notamment au Népal où j'étais aussi.
On peut laisser plus facilement son enfant à d'autres et le rôle de parent, il peut être assumé par plusieurs finalement. Mais ici, non, en France, c'est pas comme ça. Donc là, je suis comme tous les parents, je pense, hein. J'essaie de faire attention, j'essaie de la guider. Et puis je suis là pour la guider de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai en permanence l'idée qu'elle est d'abord une conscience et pas une forme. C'est- Je ne sais pas comment expliquer ça, Si, c'est bizarre. enfin, je comprends Ouais, bien. ouais. Je ressens ça, tout à fait. Et est-ce que comment est ta vie puisque tu ne poursuis plus de but? Est-ce que cette expérience t'a amené dans une forme d'abandon au sens lâcher prise permanent? C'est-à-dire, t'accueilles ce qui est comme, tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais. ça qui est bon et c'est ça qui simplifie. Est-ce que tu te sens au service? Comment tu vis, quoi? Dans Oui, quel alors sur ton quotidien, chaque jour quand tu te réveilles? oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il y a plus de projection, il y a ni dans le passé, parce que le passé il a été nettoyé, il y a pas de projection dans le futur, parce que le futur n'existe pas finalement. Hmm. Donc je m'inquiète pas. Euh, c'est bizarre, mais sur le côté financier, par exemple, j'ai des choses qui arrivent quand j'en ai besoin. C'est bizarre, mais J'en ça. parle souvent. Et ouais, non, mais c'est incroyable parce que ta vie aujourd'hui, tu travailles plus au sens conventionnel du terme, t'es pas salarié, t'as plus d'entreprise et tu vis les jours les uns derrière les autres sans manquer de quoi que ce soit apparemment. Ouais, bon, il faut dire quand même que j'avais la chance de. Je suis dans une maison qui avait été payée avant que je parte. Donc, j'ai D'accord? pas déjà T'as de pas de loyer par loyer. rapport à ça. Après, pour le reste, je donne quelques cours de français en ligne, par-ci, par-là. Ouais, Ça arrive vraiment quand j'en ai besoin. Je force pas les choses. Je force ouais, pas. J'ai pas besoin. Je vais pas aller m'encombrer, surcharger mon planning. Non, je prends juste ce dont j'ai besoin. Donc mes désirs, c'est pas que je me force à réduire mes désirs parce que mes finances ne me permettent pas. Non, c'est le contraire. C'est que d'accord. j'ai besoin de moins de finances parce que mes désirs sont réduits naturellement. Et que tu sais que Naturellement. lorsque tu vas avoir un besoin, par exemple, si tu as une réparation à faire dans ta maison ou que tu as besoin d'argent pour un voyage pour ta fille ou je ne sais pas, tu sais que ça va être pourvu, que ça va venir, quoi. Ouais. Ça vient pas, ça tombe pas du ciel, comme tu le dis, Non, tu ça peux tombe faire pas du un ciel. travail concrètement, ponctuellement ou avoir de l'argent qui vient d'une autre façon, mais euh, tu n'es pas dans l'attente et dans la passivité. Mais le résultat, c'est que tu as toujours ce dont tu as besoin pour faire ce dont tu as besoin aussi. J'ai toujours ce dont j'ai besoin. Ouais, Et effectivement, comme tu le dis, ça tombe pas du ciel. Mais on a toujours l'intuition au bon moment d'aller chercher le bon contact je sais pas, ça vient tout seul. Et il faut pas chercher un an avant, 2 ans avant, 6 mois non, c'est pas la avant. peine. Non, on se fatigue et on se projette. C'est de la projection déjà. Comme tu dis, on se fatigue de la même façon que lorsqu'on mange beaucoup, ça fatigue l'organisme, qui C'est fait qu'on pareil, a plus besoin de repos, de sommeil, etc. Et exactement. là, c'est exactement pareil. C'est des activités purement mentales qui consomment énormément d'énergie. C'est ça. Parce que si tu te mets à penser à ça, tu vas y penser tous les jours en permanence et puis ça va te bouffer, quoi. Ça va bouffer ta vie quotidienne. Ouais. Alors que si tu veux être présent à ton enfant, par exemple, bah, faut penser à rien. Tu es obligé d'être totalement là, C'est ça. Ouais. juste là. Et alors, est-ce que tu dirais que ta vie, finalement, est un petit peu, moi, je te vois comme un pionnier de l'expérience, justement, de la descente de ce supramental, parce que il y a bien des gens qui doivent commencer par le vivre pour que ça puisse toucher la conscience collective et le corps aussi d'un collectif. Et,
est-ce que t'es bien? Est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu es heureux de vivre ça en fait? Est-ce que tu trouves une forme d'épanouissement par rapport à ce que tu disais au début de l'insatisfaction, la frustration? Est-ce que tu te sens à ta place dans ta vie? Oui, 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 moi je me sens à ma place. Euh, on est effectivement nombreux, comme tu le disais, je pense, à le vivre, hein. Ouais, Je suis peut-être un pionnier. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas et qui le vivent, en fait, oui. de plus en plus. Euh, et par rapport, non, non, j'ai aucune frustration. Non, non, là, pour rien au monde, je ne voudrais revenir dans un état de conscience précédent. Non, non, ça va bien comme ça. Par contre, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Euh, ouais, c'est qu'on voudrait pour l'humanité, c'est même pas pour soi, c'est qu'on voudrait que les choses peut-être aillent plus vite pour l'humanité, euh, parce qu'on sent aussi que on arrive dans une période qui est pas facile pour beaucoup de gens et ouais, on voudrait que ça s'accélère pour l'humanité peut-être, pas pour soi-même, mais pour l'humain en général. Oui, oui, Pour je moi-même, comprends. je veux rien pour moi, absolument rien. Mais j'aimerais que, et je médite dans cette direction souvent. Mm. C'est-à-dire que oui, je mets mes méditations au service d'eux. Tu parlais de service. Je suis pas vraiment au service. Je me suis pas mis de, quoique j'ai participé à certaines choses, mais je suis pas resté dans ma vie quotidienne. Bon, j'ai ma fille aussi, il faut que je m'en occupe. Je suis pas resté dans ma vie quotidienne au service d'une communauté mais par contre, oui, je me sens connecté avec tous mes frères et sœurs de l'humanité. Ben voilà, et ça pour moi c'est une forme de Euh, service parce que ne serait-ce que le fait de méditer, de prendre le temps de ressentir cette paix à l'intérieur, comme tu le disais, ça se communique aux autres c'est pas de la télépathie, c'est qu'on n'est pas séparés, donc ça se communique en termes d'énergie, de fréquence. Et ça, c'est déjà une forme de service. On n'a pas besoin de Tout à rechercher fait, une mission particulière ou moi, je te tout à sens fait. totalement à ta place et faisant les expériences qui servent aussi à tous, quoi. Donc, je suis contente que tu aies pu partager tes expériences, témoigner de ça aujourd'hui et je te remercie beaucoup. Pour ceux qui veulent découvrir ce que tu as écrit, donc tu es aussi auteur, tu continues à écrire ou si Ouais. Alors, ce un que petit j'ai peu écrit, Un naturel. vent de liberté, oui, c'était avant cette expérience, hein. C'était avant le début de transformation. J'étais quand même un peu si tu l'as lu, un peu dans le jugement et la critique du système dans lequel on évolue, là, la matrice. Ouais, tu Bon, te sentais mais un ça, peu victime de ce système. euh, victime, puis je voyais surtout aussi la souffrance des autres, Ouais. par Donc, fallait compassion, trouver un bourreau, quoi. par Fallait trou- compassion. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et Bah, t'en es donc, quand même assez vite sorti. ouais, ça s'est fait, ça s'est fait tout seul, comme ça, par une saturation mentale, si on peut dire. Et voilà. Après, sur l'écriture maintenant, depuis, depuis 3 ans et demi maintenant, j'écris. Alors, quand ça descend, c'est de manière complètement décousue. J'écris quelques pages et puis j'attends et puis ça revient. Alors, parfois, c'est des morceaux. Je m'aperçois qu'il y a des morceaux qui viennent s'emboîter les uns aux autres, mais je les avais écrits à l'envers. Ou, tu vois, mais je pousse Mhm. pas mon mental. Je vais pas chercher je pousse pas mon mental pour écrire en fait. D'accord. J'attends que les choses descendent toutes seules. Mm. Et quand il y a quelque chose qui descend, je le mets sur papier. Donc là, je dois être à 4 ou 5 blocs-notes. Il va falloir que je fasse un tri là-dedans. Mais Et bon, voilà. moi, ce que je ressens, c'est ce que tu communiques au travers de ta présence, en fait. Et il y a quelque temps, je sais plus avec qui je disais que je pense que c'est la fin des livres papier. Enfin, bien sûr, il y aura toujours quelques enseignements qui auront besoin d'être gravés sur le papier, mais je pense que c'est la fin du papier parce que tout s'accélère et que le fait de prendre un livre et de s'imprégner de ce livre, ça va être une activité réservée à certains.
et qu'on a besoin de recevoir l'information autrement, et en particulier au travers de la présence. Et je pense que c'est aussi pour ça que YouTube se développe autant. Moi, quand j'ai commencé sur Internet, j'écrivais au moins 2 articles par semaine, mais j'écrivais, tu vois, c'était à lire. Et assez rapidement, en 2, 3 ans, tout le monde est passé à la vidéo, c'est-à-dire le même témoignage, mais dans la vidéo. Parce que dans l'énergie, il y a plus de choses qui passent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais. ce que tu communiques, tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans le détail de tout ce que tu as toi-même été exploré, mais tu le communiques sans rien faire, quoi. C'est en toi. Et ça, les gens qui t'écoutent, qui te voient, peuvent le ressentir. Donc, c'est comme un transfert d'énergie qui se fait entre les gens de cette manière-là. Pour Hmm, moi, hein, c'est ma j'entends. vision des choses. Et il y a Non, aussi, j'entends bien. tu vois, cette idée de reconnexion parce que moi, je t'ai rencontré, donc, comme je disais, au travers d'un commentaire que tu as laissé sous une vidéo. Et puis, quand on a discuté ensemble et que on a échangé, on s'est rendu compte que on avait été tous les deux à Auroville et à Pondichéry, pas au même moment, mais on avait ça en commun. Et puis, à la fin, tu m'as raconté que là où tu avais été au Népal, c'était dans un ashram qui a été fondé et créé par un homme qui a séjourné de longues années aux côtés enfin, à Pondichéry et qui a été totalement imprégné des enseignements de Sri Aurobindo et Mère. Et c'est un homme qui s'appelle Ramchandra et que j'ai rencontré lorsque je suis allée à Pondichéry, que j'ai contribué à faire venir en France pour promouvoir justement le développement des ashrams au Népal qu'il a créés, qui sont des orphelinats pour les enfants des rues, parce qu'il y en a énormément au Népal. Et ce qui est amusant, c'est que sans se connaître, parce que toi tu es à Troyes, moi je suis dans le sud-est de la France, on arrive à se retrouver et à connaître cet homme qui est extraordinaire et qui vit au fin fond de l'Himalaya. Je veux dire, si tu vois, si on avait voulu l'organiser, le planifier c'est juste pas possible statistiquement, c'est Et tout ça grâce à un impossible. commentaire sur l'Advaita Vedanta. Ouais, ouais. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même façon qu'on n'a plus besoin forcément du support livre, les choses se font, les rencontres se font, les familles d'âmes, on en parle beaucoup, j'entends plusieurs personnes parler de ça dans leurs vidéos, que il va y avoir des regroupements, des retrouvailles d'âmes par famille, par rayon, par couleur, nuance, et tu vois qu'on arrive tous à se retrouver sans se connaître et sans se rencontrer physiquement. Et ça, c'est génial. Et moi, C'est j'ai magique. vraiment vu ce lien-là avec Ramchandra, avec qui tu as passé 6 mois, donc c'est ça, hein, au Ouais. Népal. Et que moi, j'ai connu moins longtemps, mais la probabilité pour qu'on connaisse cet homme et qu'on se rencontre, elle est quasi nulle, quoi. Donc, quand on parle d'accélération aussi du temps et tout s'accélère et les choses sont facilitées d'une manière euh, on n'imagine pas à quel point on ne prend pas beaucoup conscience de tout ce qui est à notre portée aujourd'hui et qui permet d'accélérer notre évolution. Et en tout cas, merci pour ton témoignage parce que je te dis, moi, j'ai ressenti beaucoup de choses, de la paix, de la sagesse, mais aussi toutes ces informations que tu n'as pas dites et qui font partie de ton expérience, de qui tu es en essence. Donc, Merci à toi. merci, merci Merci pour à ça, toi, David. Coralie. Et pour les gens qui veulent te retrouver, je vais plus mettre d'adresse email dans l'espace description sous YouTube parce que il y a des gens qui passent leur journée à spammer ces adresses. Mais si vous souhaitez contacter David, vous pouvez me laisser un commentaire enfin, me laisser un commentaire et ensuite je pourrai transférer, vous mettre en lien. Tout à fait. Je suis là pour ça. Il y a aucun souci. Je serai là pour Voilà. ça. OK. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et puis merci David d'avoir témoigné et peut-être à une prochaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ok. Merci, Coralie. À bientôt.